Ah ouais. Ah ouais, donc on se fout de moi, on prévient pas, quoi. Les gars, sérieux, qui a fait ça? D'ailleurs, en parlant de qui a fait quoi, avant les mêmes, il y avait les caricatures, hein, que vous étudiez maintenant. Bah, c'est un peu l'ancêtre, quoi, du truc. Et vous savez, quand vous lisez un document, bah, c'est très important de comprendre qui l'a créé, pour pas vous retrouver dans ma situation. Parce que tout le fond du document dépend du prisme de son auteur. C'est pour ça qu'en histoire, vous avez des études de documents. Peut-être qu'un jour, il y aura études de même. Dans cette vidéo, on va justement étudier la méthodologie de l'analyse du document. Et en même temps, on va réviser le chapitre sur les régimes totalitaires. Deux révisions en une, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, balance la sauce. Et pour faire tout ça, nous allons utiliser cette caricature. Ici, ce qu'on vous demande, c'est, en vous appuyant sur le document, vous présenterez la situation de l'Europe en 1939. À partir de là, je vous conseille de procéder étape par étape pour analyser cette caricature. La première chose à faire, c'est l'introduction qui sert notamment à présenter le document. Pour ça, il y a pas mal de choses à dire. La nature, l'auteur, le destinataire, la date, le contexte, le résumé, les tomates, les pâtes, le pchit-pchit. Pardon, c'était ma liste de courses. Maintenant qu'on a notre liste, regardons ce que ça donne avec cette caricature. Alors, pour la nature, il y a écrit « journal satirique paraissant le vendredi », ce qui nous donne déjà quelques indices. De 1, on peut dire que c'est une caricature. De 2, que c'est en une d'un journal satirique hebdomadaire. Et 3, on peut même préciser que c'est un journal français, puisque c'est écrit en français, logique, et qu'ils ont laissé le prix en francs. Pour l'auteur, c'est Ben. Voilà, c'est écrit juste en bas. Voilà. En vrai, on pourrait peut-être être plus précis sur l'auteur, mais là, on n'a pas plus d'infos, à part son blaze. Pour le destinataire, là, c'est assez évident, ce sont les lecteurs du journal, donc il y a moyen que ce soit tous les Français. Ensuite, la date et le contexte, c'est le 26 mai 1939. C'est un élément important car ça nous permet de comprendre le contexte de la publication. C'est clair qu'un discours d'Hitler datant de 1939 n'a pas la même résonance qu'en 1945. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est là qu'il faut que vous apportiez vos connaissances personnelles. On n'est pas là pour niaiser. Mais allez, pour cette fois, je vous file un petit coup de pouce. Alors qu'est-ce qui s'est passé en mai 1939 ? Et là, ça fait déjà 6 ans qu'Hitler est au pouvoir d'une Allemagne de plus en plus vénère contre ses voisins, mais la guerre n'a pas encore commencé. Pour le résumé du document, une phrase suffit. C'est bon, finito pipo le tuto, basta così. En gros, il faut que vous arriviez à résumer en une phrase l'idée principale du document. Là, on peut dire que le caricaturiste exerce un regard critique sur la situation géopolitique de l'Europe, dont la stabilité est menacée par l'Allemagne hitlérienne. Jusqu'ici, tout va bien ? Ouais. Parfait. Alors maintenant, on va passer à ce que vous kiffez le plus. La problématique. Oh non! Pour ça, vous pouvez vous aider de la consigne. Par exemple, on peut proposer quelque chose du style « Que révèle cette caricature de la situation de l'Europe en mai 1939 ?» Et une fois que vous avez votre problématique, place au plan. Mais non, mais pas ce plan, enfin. Je parle du plan où on développe. Vraiment, je suis entouré de petits rigolos. Et le meilleur conseil que je peux vous donner pour faire un bête de plan, c'est de bien noter au brouillon les connaissances qui vous permettent d'expliquer les différents éléments du doc. Car dans une étude de document, il faut faire gaffe à 2 trucs. Éviter de refaire une dissertation, c'est-à-dire balancer toutes vos connaissances en oubliant qu'on avait un document à expliquer, et ensuite éviter les paraphrases, c'est-à-dire l'erreur inverse, ne pas du tout donner de connaissances et ne faire que répéter le document. Pas de paraphrase, les parapotes. Passons à l'analyse. Déjà, ce qui nous saute aux yeux, c'est ce Minotaure au premier plan. Devinez qui c'est, cette mèche là, avec cette petite moustache, cette déco. Eh oui, c'est bien Adolf. Adolf Hitler est donc notre fameux Minotaure. Pour votre culture générale, le Minotaure est un monstre mi-humain, mi-taureau de la mythologie grecque. Il est enfermé dans un labyrinthe et se nourrit de jeunes hommes et de jeunes femmes. C'est un peu l'Élector de la mythologie grecque. Maintenant, avec nos connaissances d'historiens, on va expliquer le lien entre le Minotaure et Hitler en mai 1939. Ce n'est pas par hasard que le caricaturiste a choisi de représenter Hitler en Minotaure. C'est un moyen pour lui de dénoncer la politique agressive de l'Allemagne nazie depuis qu'Hitler est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 1933. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà aperçu depuis le début de la vidéo, mais on peut voir sur la table le symbole de la croix gammée. Quoi ? Pas sur celle-là, sur le dessin, en fait, sur la caricature. On va du coup en profiter pour se pencher un instant sur l'idéologie nazie. Mine de rien, c'est le moteur des choix politiques d'Hitler. Il avait pris le temps de développer tout ça dans son livre Mein Kampf pendant son séjour en prison. Pour faire simple, cette idéologie repose sur une vision raciste du monde. Les races seraient inégales et en lutte perpétuelle les unes avec les autres. Pour Hitler, la race aryenne doit occuper un territoire vaste au détriment des races jugées inférieures. Et ce sont bien sûr les Allemands, les fiers représentants de cette race. Les nazis parlent alors de la nécessité de la conquête d'un espace vital, et c'est donc cette idéologie qui va conduire aux différentes conquêtes de l'Europe pendant la guerre. Et dans la caricature, on voit qu'Hitler dévore carrément une carte de l'Europe. Maintenant, quels sont les obstacles face au projet des nazis ? Tout simplement,
l'ordre international. Et pour comprendre ça, il faut parler du traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est le traité de paix signé entre l'Allemagne et les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis le 28 juin 1919. Pour les Allemands, il est considéré comme une humiliation et il est appelé le diktat de Versailles, parce que niveau punition, les pays vainqueurs n'y sont pas allés de main morte. Ils ont obligé l'Allemagne à payer d'énormes indemnités de guerre, renoncer à une grande partie de son armée, accepter la perte de territoire, notamment l'Alsace et la Moselle, réintégrer à la France et le corridor de Danzig qui passe sous la souveraineté de la Pologne. Les nazis avaient donc pour objectif de remettre en cause ce traité. Alors ni une ni deux, c'est ce que fait Hitler dès qu'il arrive au pouvoir. En 1936, voilà ce qu'il écrit dans un mémoire secret. Dans 4 ans, l'armée allemande doit être en état de combattre. Dans 4 ans, l'économie allemande doit être en état de soutenir une guerre. Vous l'aurez compris, Hitler a envie d'en découdre avec ce traité et prépare totalement l'Allemagne pour la guerre. En 1936, Hitler va également remilitariser la Rhénanie. La Rhénanie, vous voyez ou pas ? La Rhénanie, charmante région frontalière entre l'Allemagne et la France, doit son nom au Rhin qui la traverse. Justement, le traité de Versailles avait explicitement interdit à l'Allemagne de faire ça. Et en 1938, il va encore aller plus loin. En dessous de l'image, nous pouvons voir une inscription. Il a déjà dévoré 3 petits pays. Mais de quel pays s'agit-il ? Là encore, grâce à vos connaissances, vous savez qu'il s'agit en réalité de 2 pays, dont l'un d'eux a été annexé en 2 étapes. Il s'agit de pays situés en Europe de l'Est, où vivent en partie des populations que les nazis considèrent comme allemandes et dont ils réclament leur attachement. En gros, les nazis et Hitler considèrent que tous les pays où se trouvent des populations allemandes appartiennent à un seul grand empire, le leur. C'est ce qu'on appelle le pangermanisme. Et donc en mars 1938, après avoir conclu une alliance avec son pote fasciste italien Mussolini, Hitler annexe l'Autriche. C'est l'Anschluss. Merci. Attendez, avec une carte vous verrez mieux. Je reprends. En octobre 1938, il annexe les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie. Et pour terminer, il envahit la Bohème-Moravie en mars 1939, une autre région de la Tchécoslovaquie. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a en arrière-plan. On voit 2 personnages qui n'ont pas l'air très débrouillards. Qui sont ces gars ? Des serveurs qui vérifient le pass sanitaire ? Des amis d'Hitler qui attendent le dîner ? Des clients qui ont réservé une table ? En fait, il s'agit de Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, et Édouard Daladier, le président du Conseil français. Ce sont les 2 chefs d'État des 2 plus grandes puissances européennes, voire du monde. Ils sont censés faire respecter le traité de Versailles. Mais là, ils sont habillés en serveurs. Ça nous donne une idée de l'avis du caricaturiste sur eux. 0 respect. Effectivement, la France et le Royaume-Uni se retrouvent paralysés face aux attaques hitlériennes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opinion publique de l'époque est encore traumatisée par la Première Guerre mondiale, qu'on appelait à l'époque la Grande Guerre. Donc les populations sont profondément pacifistes et leurs chefs d'État pensent que la négociation et les concessions face à Hitler vont permettre d'éviter la guerre. C'est la politique de l'apaisement. Un épisode illustre parfaitement cette politique. En septembre 1938, Hitler exige du gouvernement tchécoslovaque qu'il lui livre le territoire des Sudètes, car de nombreuses populations germanophones y vivent. Cette situation, elle fait craindre le risque d'une nouvelle guerre sur le sol européen, car la Tchécoslovaquie est l'allié de la France et du Royaume-Uni. Pour l'éviter, une conférence est organisée à Munich, regroupant l'Allemagne, son allié l'Italie de Mussolini, le Royaume-Uni et la France. Et donc, à la suite de cette conférence, la France et le Royaume-Uni laisse les Sudètes à l'Allemagne et en échange, Hitler promet de cesser les annexions et de garantir la paix. Les opinions publiques européennes sont soulagées, la conférence de Munich devient la conférence de la paix. Enfin, pardon. J'avais oublié le futur Premier ministre britannique, Winston Churchill. Lui, il n'était pas chaud d'abandonner l'allié tchécoslovaque face aux appétits des conquêtes de l'Allemagne nazie. Il a notamment tenu un discours devant la Chambre des communes le 21 novembre 1938, où il dit « Croire qu'on peut obtenir la sécurité en jetant un petit État en pâture aux loups est une illusion fatale. Bientôt, en effet, l'Allemagne développera son potentiel de guerre plus rapidement qu'il ne sera possible à la Grande-Bretagne et à la France de compléter leurs préparatifs de défense. » Ici, on peut dire que l'auteur de la caricature est du même avis que Churchill. Il sait en effet qu'Hitler n'a pas respecté son engagement de la conférence de Munich, puisqu'en mars 1939, soit 2 mois avant la publication de la caricature, l'Allemagne envahit la Bohème-Moravie. Il montre que la France et le Royaume-Uni restent observateurs de ces agressions. On peut même dire que l'auteur les voit comme complices, puisqu'ils sont habillés en serveurs dans un restaurant où Hitler est le seul client. Et là, si vous voulez faire une masterclass, c'est déjà pas mal, hein. Mais si vous voulez faire une masterclass, il y a un détail qui fait la diff, je vous remets la caricature et je vous laisse quelques secondes. Vous l'avez ? Le Parthénon en arrière-plan. C'est le temple emblématique situé sur la colline de l'Acropole à Athènes. Et ça symbolise la démocratie. On peut imaginer que l'auteur voulait montrer le danger qui menace les démocraties en Europe.
Après, ça se trouve, il aimait juste dessiner des temples. Prenons maintenant la deuxième partie de l'inscription. Et il n'arrête pas de dévorer la carte. En mai 1939, au moment où ce dessin est sorti, la prochaine cible de l'Allemagne paraît évidente, la Pologne. Or, c'est le traité de Versailles qui a fait renaître cet État. Et pour lui donner un accès à la mer, les signataires du traité de Versailles ont donné à la Pologne le corridor de Danzig. Et pour les nazis, cette concession est une aberration puisqu'elle coupe l'Allemagne en deux. Et depuis que les nazis sont au pouvoir, ils font de sacrés pubs pour que l'opinion publique allemande soit d'accord avec eux. En mai 1939, la France et le Royaume-Uni ne se font plus d'illusions. Ils sentent le conflit armé arriver. Ça sent la baston là, non? La Pologne est menacée et elle est alliée à la France et au Royaume-Uni depuis les traités défensifs signés en 1921 et 1925. Donc si on a une invasion de la Pologne, c'est la guerre. Et on s'arrête là pour la chronologie. On ne parle ni du début de la guerre, ni de ce qui suit. Pourquoi? Parce que dans une étude de documents, on reste dans la perspective de l'auteur. Puisqu'il ne sait pas, lui, ce qui va lui arriver dans le futur. Donc on ne peut pas l'expliquer dans le développement. Dans la conclusion, par contre, on peut l'évoquer, sans trop en dire non plus. Maintenant que nous savons tout ce qu'il y a à dire à propos du document, il faut organiser tout ça. Et là, on en revient au plan. Pour faire un bon plan, l'idéal, c'est de faire des parties équilibrées. Chaque partie doit s'appuyer sur des éléments du doc expliqués avec vos connaissances. Ici, on peut